Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, une vidéo pour fêter la fin de l'année et aussi notre première année sur YouTube à moi et la bande de la Légion. J'ai décidé de faire avec mon avis personnel, donc moi Arthur de la Critical Légion, un petit classement des produits qu'on a eu cette année. Je me suis dit qu'on a quand même eu beaucoup de produits qu'on a ouverts sur la chaîne et d'autres on venait tous de commencer donc on n'a pas eu le temps de les ouvrir. Mais globalement, on a suivi tous les produits de la chaîne et donc c'était de faire un petit classement. Il n'a rien d'objectif, c'est un avis personnel, mais j'ai essayé quand même d'un petit peu le classer en 4 catégories. Sur ce classement, je l'ai noté par rapport à 4 critères. La rentabilité. La rentabilité, qu'est-ce que j'entends par là? C'est si j'ouvre une display ou le produit, est-ce que les cartes que je vais avoir valent de l'argent d'un point de vue monétaire? L'aléa. Là, si j'ouvre le produit, est-ce que je vais obtenir des cartes qui vont pouvoir être jouées soit dans beaucoup de decks parce que ce sont des staples, ou sinon il y a une forte chance que ce soit joué parce que c'est un deck populaire, c'est un deck qu'on voit beaucoup. L'aspect compétitif, est-ce que les cartes que je vais pouvoir ouvrir vont permettre de jouer un deck qui est méta compétitif au moment où ça sort et sur la durée? Et après, il y a un dernier avis, c'est vraiment mon avis personnel. Donc là, est-ce que l'extension m'a plu, m'a pas plu, est-ce que le produit m'a plu ou non? Chaque critère va être noté sur 5 points. Donc, ça va donner une petite note sur 20 et on va classer les produits comme ça, du pire jusqu'au meilleur. Donc vous vous doutez bien qu'avec mon avis personnel qui vaut quand même pour un quart de la note, ça reste quand même très subjectif. Maintenant, c'est ça qui est intéressant avec YouTube, c'est n'hésitez pas en commentaire à donner vos avis, à donner vos opinions. Si d'autres personnes de la team passent par là, donnez aussi vos avis, parce que là je me suis concentré principalement sur le mien, et je sais qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est ça aussi qui fait la beauté des débats. On va pouvoir commencer. Donc, à la dernière place, je le note à la 9e place du classement, j'ai mis l'extension CoroCoro. L'extension CoroCoro est une des 2 extensions collab qu'on a eues cette année, donc basée sur le magazine CoroCoro Comics. Et franchement, l'extension était pas ouf. Globalement, c'est une extension où les decks à l'intérieur ne sont pas très compétitifs. On a vu un petit peu Black et Rewinder de temps en temps topé, mais c'est pas gigantesque. Niveau aléatoire, même s'il n'y a que un deck par nation, je trouve quand même que, vu que les cartes ne sont pas si bonnes que ça, et que on n'est pas certain de toucher forcément les hautes raretés de son deck qu'on veut. Par exemple, moi j'ai voulu jouer Rewinder, donc le Dark State. Pour toucher les triples rares uniquement de Rewinder, c'était très compliqué. Pareil au niveau de la renta, il faut savoir que c'est une extension qui avait donc des reprints de cartes qui sont très populaires, mais avec des arts qui sont différents, qui sont aux couleurs de CoroCoro. Donc on a eu par exemple les Tatefall et compagnie, on a eu les Soul Cyclers, on a eu des staples comme Sergaon, Painkiller, Bobalmine qui ont été réimprimés comme ça. Maintenant le problème c'est qu'ils en ont fait beaucoup, et au final, même s'il y a eu beaucoup de reprints, la probabilité d'en toucher une dans une extension était quand même très faible. Donc moi qui étais à la recherche aussi beaucoup de ces reprints là, j'avoue avoir été un peu déçu parce que déjà qu'ils avaient proposé beaucoup de reprints variés, en plus si tu as été peu sûr d'en toucher une dans ta display, au final la probabilité d'avoir celle que tu veux n'était pas énorme. Sachant que c'était l'une des rares cartes qui était rentable, c'était donc ces fameuses reprints. Donc au final, avec tous ces aspects là, ça en fait pour moi le pire produit de l'année pour Cardfight Vanguard en 2025. À la 8e position, j'ai décidé de mettre l'extension Night of Rebirth et l'extension Dragon Soul Resonance, qui sont toutes les deux classées avec la même note à la fin. On va commencer par Night of Rebirth. Night of Rebirth, c'est une extension que d'un point de vue rentabilité, j'aime bien, parce qu'il y a pas mal de cartes quand même d'archétypes qui valent un petit peu d'argent. Je sais qu'il y avait le Cycler pour Magnolia et Yanorn qui cotaient un peu d'argent. On a eu quelques Revolve Form qui ont été pas mal, qui est la Revolve Form qui a coté un petit peu au début. Il y a eu Nihirm, une staple dragon, mais globalement, c'était surtout les cartes d'archétype qui étaient en triple rare qui
cotaient de l'argent. Il n'y avait pas tant eu sinon de cartes en dehors de ça qui cotaient. Donc c'est pour ça que je lui mets la moyenne pour la rentabilité. L'aléa, il y avait du support pour beaucoup de decks. Donc imaginons que vous vous intéressez seulement qu'à un seul deck dans l'extension. La probabilité de toucher les cartes qu'il vous faut pour ce deck est forcément édulcorée. L'aspect compétitif, alors c'est un peu particulier pour Night of Rebirth, mais j'ai l'impression que les decks sont apparus. Par exemple, celui qui est sur la couverture, je pense à Blankmeyer Nexus. Quand l'extension était plus présente, pareil, on a Yusberg, ils étaient à fond. Et une extension après, pouf, disparu, merci, au revoir. Ils ont été compétitifs, mais je trouve qu'un tout petit temps. Donc, je suis content de l'extension. C'est pour ça que je lui mets quand même une bonne note, en tout cas une note correcte. Je lui mets quand même 2 points. Mais j'aurais bien voulu que compétitivement ça aille un peu plus loin, qu'il y ait un peu plus de cartes aussi staple intéressantes. Donc, c'est une extension correcte, mais elle n'est pas transcendante. C'est à peu près pour les mêmes raisons que j'ai noté et j'ai mis égalité avec Dragon Soul Resonance. Au niveau de la rentabilité, je la trouve même un peu moins bien. Je lui ai mis que 2 sur 5 comparé aux 3 sur 5 de Night of Rebirth. Pourquoi ? Parce que, à part si tu t'intéresses à Dragewell et à Liael, ce qui est mon cas, mais sinon, y a quoi qui cote dans Dragon Soul Resonance ? Oui, il y a les cartes, les triples rares et les frames, et bien sûr, je considère que bien sûr tout ce qui est frame, silver, bien sûr ça va coter un peu plus, mais oui, vous liez quelques cartes, bon, ce qui pouvait rapporter un tout petit peu d'argent, c'était une triple rare de Liael, Dragewell, ou au pire un Anaclear, mais ça allait pas plus loin. C'est surtout les ups de rareté qui valaient de l'argent. Même les triples rares basiques, certaines valaient pas grand chose. Donc niveau renta, elle était un peu en dessous de Night of Rebirth. Aléa, même principe, support pour plein d'archétypes, plein d'extensions. Donc, si tu t'intéresses qu'à un seul deck, c'est bien sûr édulcoré dans l'ensemble des cartes et produits qui existent. Et pour l'aspect compétitif, moi personnellement j'aime bien jouer ces decks-là, qui sont Dragewell et les 2 Liael. Mais à l'heure actuelle, peut-être Liael Odium a pu revenir un peu avec son support. Draconis top un petit peu, mais Dragewell, on le voit nulle part. Et encore, c'est pas des decks qu'on voit tout le temps. C'est pas des decks méta comme on peut avoir avec d'autres archétypes dont on va parler plus tard dans la vidéo. Donc, la note perso sur Dragon Soul Resonance, il y avait plus de cartes qui moins m'intéressaient personnellement, c'est pour ça que je mets 3 sur 5. Mais pour l'aspect compétitif, pareil, 2 sur 5, ça me paraît raisonnable. Pour la 7ème place, je vais commencer par l'extension Buddy Fight. Et il va aussi y avoir une autre égalité avec Generation Tragenesis. On va commencer par Buddy Fight. Alors, Buddy Fight, qui est la 2e collab de cette année. Alors, niveau rentabilité, vu que c'est une extension collab, déjà elle va intéresser moins de monde, car tout le monde n'est pas attaché à Buddy Fight. Je sais que par exemple, moi je suis pas intéressé par Buddy Fight, donc avis personnel, voilà, j'ai mis 2 sur 5 parce que je sais qu'il y a aussi des gens, rien que dans le groupe aussi, à qui ça va plaire, et d'autres à qui ça va intéresser à personne. D'un point de vue donc rentabilité, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui cotent dans Buddy Fight. Si on regarde un petit peu Buddy Fight, il y a juste les features rares, et il y a une triple rare, Future Force Possessor, qui a l'air de coter un minimum, en tout cas dans plus d'une dizaine d'euros. Donc, à part les features, oui, il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est une extension qu'on ouvre pour être rentable ? J'ai pas l'impression. Côté aléa, par contre, je lui mets 3 sur 5, parce que j'ai l'impression quand même qu'en ouvrant juste quelques displays, vous pouvez facilement vous monter quand même 2 decks Buddy Fight, au moins de 2 factions différentes. Donc, pourquoi pas ? Après, niveau compétitif, j'ai l'impression qu'au Japon, ça tourne plutôt bien. Depuis que l'extension est sortie, il y a l'air d'avoir à chaque fois au moins 1 ou 2 decks Buddy Fight qui top. On voit par exemple Katana, je vois aussi celui avec les dragons qui a l'air de Jackknife, il me semble, qui a l'air de topper quand même pas mal. Donc j'ai l'impression qu'au Japon ça tourne bien. Après, est-ce qu'en Europe, les gens vont accrocher au concept de Buddy Fight ? Parce que c'est quand même, avec plein de nouvelles mécaniques, ça se joue très différemment de Vanguard. Est-ce que les gens vont être intéressés ? Ça en fait que c'est un produit qui est très polarisant.
soit je pense que vous êtes fan et vous le mettez dans l'un des meilleurs produits de l'année, soit vous êtes moins fan comme moi et vous le mettez quand même dans une petite déception. Par contre, si on se base sur la compétition, oui, il semble pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, apprenez quand même le match-up contre Buddy Fight pour ne pas être surpris. Maintenant, voilà, c'est pas quelque chose, moi personnellement, que je jouerai tous les jours. On va passer à Generation Dragenesis. Alors, Generation Dragenesis, c'est une extension d'un point de vue rentabilité. Je la trouve moyen. Pourquoi ? Parce que ce qui va rendre l'extension rentable, en tout cas qu'il y a des cartes qui valent un peu d'argent, il y a les Front Soul, il y a Cocoa, et il y en a une autre pour Darkseid qui me semble qui est pour les Pain Moon. Voilà, ça va être des cartes génériques de support Encounter. Et il va surtout y avoir les Striders. Quand je parle des Striders, c'est les grades 3 génériques une par nation qui ont été reprises, qui ont des effets quand on Vanguard des grades 4, et que tu vas pouvoir aussi permettre, quand tu la discardes pour aller dans le grade 3, ou quand tu vas vouloir Stride, piocher une carte. Donc c'est ça qui permet à l'extension de valoir un tout petit peu d'argent, parce que sinon le reste des nouvelles, on va dire les nouvelles cartes, ça vaut rien du tout. Point de vue aléa, je trouve que l'extension vaut quand même le coup, parce qu'il y a quand même eu quelques reprints. Déjà on a les Front Soul, qui peuvent être des cartes qui peuvent jouer dans plein de decks. Et puis ensuite on a donc garanti au moins donc un Front Soul par display. On est garanti d'avoir au moins un Strider, ce qui augmente aussi un peu la note de rentabilité. Donc si on se base juste sur ces quelques petites staples génériques, le problème c'est qu'on va en avoir qu'une seule, mais au moins ça permet d'avoir quelque chose d'un peu moins aléatoire. Sur l'aspect compétitif, qu'est-ce qu'on a eu comme deck à l'intérieur ? On a eu le support Messiah Chronojet, on a eu les deux masqués, on a eu, il me semble, c'est là, je crois qu'on a eu un nouveau Vermillon et qu'on a eu un nouveau Maelstrom. Bon, est-ce que ces decks compétitivement ont fait quelque chose ? J'ai pas l'impression. Donc pareil, vu qu'ils n'ont pas fait grand-chose compétitivement, ça vaut pas le coup de monter la note. Et par contre, avis personnel, j'adore les masqués, donc Gandiva masqué, sachant que Gandiva est l'un de mes decks préférés en dragon, et Solreron, je suis moins fan, c'est pas mon keter préféré, mais j'adore son design en mode masqué, ça a permis de monter un peu la note pour l'extension Regeneration Dragenesis. À la 6ème place, je propose Super Brave Detonation. Donc, la deuxième extension, on va dire, qui n'est pas basée sur l'animé, donc on peut parler d'extensions un peu plus secondaires, en tout cas, je préfère les appeler des extensions Encounter, Glitter, voilà. Donc, Super Brave Detonation, 6ème place. Pourquoi ? Niveau rentabilité, je trouve que, à part les frames ou certaines des plus hautes raretés, il n'y a pas beaucoup de cartes qui valent de la valeur en elles-mêmes. Il faut vraiment tomber sur les FFR, les secrets, pour que ça vaille le coup. Maintenant, d'un point de vue aléa, je lui mets aussi une note moyenne, parce que pour moi, même s'il y a que 2 seuls Vanguard intéressants, ce qui la rattrape niveau aléa, c'est qu'il y a plein de petites staples nouvelles qui peuvent rentrer dans plein de decks. Le souci, c'est que ces staples sont des triples rares. Donc, c'est aléatoire dans le sens où, si elles étaient en double rare, je pense que plus de gens pourraient y avoir accès, et aussi, ça permettrait que ça coûte un peu moins cher. Par contre, quand vous touchez une staple, par exemple, je pense à certaines staples Keter Sanctuary, Dissection Angel, si vous la touchez, vous êtes ultra rentable. Sinon, l'extension devient tout de suite un peu moins rentable. Mais bon, ce qui est intéressant avec Super Brave Detonation, c'est son aspect compétitif. Ces nouvelles staples sont beaucoup jouées dans énormément de decks. Je pense à Averse Elf pour Toekea, je pense à Dissection Angel pour Keter. Il y a la Deerful Doll, qui est un mélange de Pony et de Gungram, que je vois quand même dans pas mal de decks qui ont besoin de soul charge beaucoup, dans Dark State. Donc franchement, les staples dedans sont incroyables. Et d'un point de vue compétition, Super Brave Detonation nous a quand même ramené le support Minerva, et Minerva est joué compétitivement, et Heartlulu, qui est joué compétitivement et qu'on voit beaucoup. Donc d'un point de vue compétition, l'extension est excellente pour ça. Et d'un point de vue personnel, moi j'étais content d'avoir du support Minerva, j'étais content de voir Daikaiser arriver dans le jeu, et on a eu aussi
d'autres petits decks qui avaient l'air sympathiques, mais malheureusement pas compétitifs, comme Shibilt, comme Ezel, en tout cas le nouvel Ezel. Donc il y avait Nebula Knight aussi. Donc l'extension, elle était plutôt sympa. Et j'ai des amis qui sont contents de pouvoir découvrir Vanguard simplement grâce à Hortlulu, qui est un très bon deck compétitif, mais aussi très bon deck pour débuter dans le jeu. Donc franchement, Super Brave Detonation, très bonne extension, selon moi. À la 5ème place, j'ai mis Symphony of Might and Bloom. Alors, dernière extension de l'année, avec le support de la fin de l'animé, donc du Deluxe. Niveau rentabilité, je lui mets quand même un petit 3 sur 5, parce que elle est rentable dans le sens où, vu qu'il y a eu du support pour des archétypes très populaires, bah les prix ont l'air quand même d'être plutôt bien, même sur certaines triple rares. Ça peut baisser avec le temps, l'extension est sortie il y a peu de temps, donc les prix peuvent encore dégringoler, je pense, mais voilà. Crossover Dress est quand même un archétype assez populaire. Indirectement, ça donne du support pour Barve, donc Barve étant un deck populaire, ça va dans ce sens-là. On a eu la fin du support Dragewell. Dragewell, même si c'est pas compétitif en ce moment, ça reste populaire. Prison est populaire, Lianorn est populaire. Chris Rain n'est pas populaire, mais ça permet d'avoir aussi un deck quand même avec un bon gameplay, je pense, pour du lyrical. Par contre, niveau aléa, comme la plupart des extensions animées, il y a beaucoup de support pour beaucoup d'archétypes. Impulgio, Welstra, il y a du support, donc Chris Rain, Prison, Lianorn, Zorga, Lévidras, il y a du support pour tout le monde, globalement. Donc, c'est très compliqué d'avoir, si tu t'intéresses qu'à un seul archétype, ce que tu veux. Donc, ça baisse un peu la note sur l'aspect aléa. Sur l'aspect compétitif, je lui mets la moyenne, parce que on sait que Prison va quand même être joué, et va être une sorte d'anti-méta face à certains decks, et donc il va être présent dans les compétitions. Lianorn, je pense que la nouvelle Lianorn est correcte, elle va pas chambouler le deck, mais elle va donner un petit coup de boost, vu qu'on sera en état Unison Dress un peu plus tôt. Et Lianorn reste toujours un deck qu'il faut pas sous-estimer, je trouve. Je trouve qu'il tape très fort, et lui rajouter une deuxième Rosarium Fairy indirectement, ça... Je pense qu'il n'est pas sous-estimé, le deck, personnellement. Je sais pas dans quel tiers je le mettrai, mais en tout cas, je pense qu'on va un peu plus le revoir grâce à ce support. D'autant plus que vu qu'il a été reprint, ça reste un deck qui est populaire pour les débutants. Et on va aussi avoir donc Trickstar SUND qui va permettre à Barve de re-avoir un moyen de faire plus facilement de l'overdress, en tout cas, vu que Dress Boost était un peu boudé avec les limitations donc, de Trick Moon. Je me dis, voilà, Barve a encore quelques temps devant elle. Voilà pour mon avis sur Symphony of Might and Bloom, et d'un point de vue perso, l'extension est géniale, il y avait du support pour tous les decks que je joue, donc c'est mon extension préférée de l'année. À la 5ème place, au même niveau que Symphony of Might and Bloom, je vais ajouter les Festival Boosters de cette année. J'ai classe au même niveau. Alors les Festival Boosters cette année, d'un point de vue rentabilité, je la mets à la moyenne, parce qu'il y a une carte qui est vraiment rentable. C'est Virgila Half-Light. La carte te rentabilise à elle toute seule, limite la display, c'est incroyable. Donc si vous la touchez, vous êtes les rois du pétrole. Et peu importe la rareté. Après, bien sûr, avec les frames et tout, vous pouvez bien sûr gagner un petit peu plus. Mais d'une certaine manière, même si elle ne rentabilise pas entièrement une display, les Ace Units valent quand même entre 5 et 10 euros. On a aussi les binationales qui ont été reprint, donc qui valent aussi un tout petit peu d'argent, parce qu'à n'importe quel moment, on peut les remettre dans le deck, c'est d'excellentes staples. Et donc indirectement, sur l'aléa, ça en fait une excellente proposition, parce qu'on était garanti d'avoir une S-Unit et une binationale par display. Donc ça, plus le fait qu'ils ont reprint les triggers classiques, sans effet, c'est une extension. Quand tu veux faire le plein de triggers pour tes decks fun, ou pour récupérer donc une Ace ou une binationale, l'extension est incroyable. Plus les reprints des promos qui font plaisir en fonction des archétypes que tu joues. Mais d'un point de vue aléa, tu ouvres cette display, tu es sûr au moins d'avoir une carte qui peut rentrer dans un de tes decks. Donc, moi ça me plaît. D'un point de vue compétitif, je mets la moyenne, parce que on a donc Virgila Half-Light qui a permis au deck Virgila d'être top compétitif, et
On a donc les Ace Units qu'on voit dans pas mal de decks, et on peut revoir de temps en temps quand même, je pense, à un moment, le retour des binationales. Par contre, le reste de l'extension, globalement, à part quelques cartes qui sont pour un ou deux archétypes précis en staple, on a eu du support pour les starter decks, donc qui sont Saresvael, Cristiano, Olsergest. Oui, c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Et on a eu aussi quelques promos, donc il y a dû avoir la promo d'Earful Doll, il y a eu une promo pour Impoldio, il y a eu une promo pour tout ce qui est Gear Chronicle en prévision pour Crowwind, j'ai l'impression. Donc c'est sympathique, mais c'est vrai que c'est pas des cartes qui sont incroyables compétitivement. Donc on a vraiment des cartes compétitivement nulles avec des cartes compétitivement très bonnes. Donc si on fait la moyenne des deux, bah, ça fait pile la moyenne. Et donc mon avis perso, bah, ça résume un peu tout ça. Je suis content des Ace Units et je suis content de pouvoir récupérer des triggers et des binationales. Moi j'ai récupéré une ou deux promos que je n'avais pas, mais c'est pas non plus l'extension la plus mirobolante, c'est pour ça que je l'ai laissé aussi une note moyenne sur la vie perso. On passe à la 4ème place maintenant, avec les Stride Deck Set de Harry et de Nightrose. Alors, que dire d'un point de vue des decks? Bah déjà, niveau rentabilité, avoir un deck préconstruit que tu peux directement jouer, ça fait plaisir. Que ce soit Harry ou Nightrose, voilà, c'est pour ça qu'ils sont à 4 sur 5, c'est que tu peux confier ça à n'importe qui, il pourra jouer, il pourra s'amuser. Et je trouve souvent que les decks préconstruits sont plutôt bien faits quand Bushi les propose. Maintenant, ils peuvent être légèrement améliorés. Je pense par exemple à Nightrose où on peut rajouter des cartes comme donc Philander, on peut rajouter la S-Unit Stoicheia. Donc ça veut dire que pour l'optimiser, ça demande de racheter une ou deux petites cartes. Et pareil pour Harry, où malheureusement l'une des meilleures cartes, je crois que c'est le Haplos Dragon qui était sorti dans une extension Encounter qui mentionne Pale Moon. C'est dommage qu'il soit pas directement dans le deck set. Il me semble que c'est lui, ouais, c'est Haplos Dragon de mémoire. Donc je leur mets 4 sur 5 parce qu'ils sont à 90% très bons. Il leur manque juste ce tout petit support pour moi être joué de façon normale. Niveau aléa, bah, je leur mets 5 sur 5. Vous êtes sûr de tomber sur les cartes dont vous avez besoin. En plus, ils ont fait un petit reprint des énergies générateurs dans les decks de structure, que ce soit les Strike Deck Set, les Master Deck Set, les Starter Deck Set. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des énergies générateurs. Donc, non, niveau aléatoire, vous savez sur quoi vous allez tomber, vous ne pouvez pas être surpris, vous ne pouvez pas avoir de mauvaise expérience. D'un point de vue compétition, alors, bah autant Harry, on voit pas beaucoup, Nightrose, il y a eu une période où on le voyait quand même pas mal avec au moment où il était sorti. Donc pour moi, si on prend Nightrose qui était quand même assez présent et qu'on peut encore voir un petit peu en compétition et Harry qu'on a moins vu, je leur donne la moyenne si on fait l'ensemble des deux sur cette gamme de produits. Et donc, oui, franchement, je pense que si vous voulez vraiment faire de la compétition, Nightrose est un peu mieux, mais les deux sont très sympas. Et qui sait, un support supplémentaire Pale Moon pourrait peut-être tout changer pour Harry. Et au pire, ça vous donne une base aussi si vous voulez d'un seul coup découvrir le Premium. J'en parle parce que je sais que j'ai quelqu'un qui est fan du deck Harry et qui s'intéresse maintenant au Premium grâce à ce Stride Deck Set. Donc, moi d'un point de vue perso, c'est pas mes archétypes préférés. C'est pour ça que je leur donne 2 sur 5. Il y a d'autres archétypes en structure deck que je préfère. Mais faites-vous plaisir, c'est des bons produits, c'est juste pas ma gamme tout ce qui est les Stride Deck Set. Avis perso. À la 3ème place, nous parlons des Master Deck Set de Urara et Michiru. Pourquoi j'ai mis à 3ème place? Bah vous allez voir, les notes sont quasiment les mêmes que pour les Stride Deck Set. Donc rentabilité 4 sur 5. Vous savez exactement les cartes qu'il y a là-dedans. Il y a de nouvelles régalises qui cotent un peu. Surtout, je pense à celle dans le Strike Deck Set de Michiru, qui cote un petit peu. Vous avez aussi un côté un peu rentable en fonction du trigger à effet aux couleurs du dueliste, en tout cas du personnage qui joue le deck. Donc vous allez avoir un petit côté aléatoire mais qui peut être rentable si vous tentez de vendre ce trigger ou de le garder. Je le sais parce que j'essaie d'avoir un playset de ces triggers et ça coûte cher. Donc voilà globalement l'idée. Pour l'aspect aléa, 5 sur 5, vous savez exactement sur quoi vous allez tomber. Il y a juste le trigger aléatoire
que vous ne savez pas. Et pour l'aspect compétitif, ça va être les mêmes notes que pour les Stride Deck 7. On va dire que Ulala et Michiru sont un peu plus égalitaires. Là, on sait que Nightrose avait sorti son épingle du jeu à un moment. Drageweld et Lianorn, avec leur support, vont être des bons decks. Je pense que Lianorn va être un peu meilleur que Drageweld. Mais c'est pas des decks qu'on va, je pense, voir tout de suite tout en haut des tables de jeu. Mais c'est des decks qu'on va facilement voir en compétition. Et donc, pour la compétition, vous n'aurez pas le meilleur deck, mais vous aurez un bon deck correct. Il faudra par contre acheter les dernières cartes de support de Drageweld et Lianorn, c'est-à-dire le nouveau Drageweld Magnus et la nouvelle Lianorn Bond-Dream, il me semble. J'ai pas retenu le nom en tête. Donc ça en fait, d'un point de vue compétitif à l'heure actuelle, la moyenne. Et avis perso, Lianorn est le seul deck Stoica que je joue et Drageweld est mon deck Dark State préféré. Donc je leur ai mis la note maximale parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des produits autour de ces deux decks, personnellement. À la deuxième place, j'ai décidé de mettre les decks Skyride, donc les decks de Zero et de Shiki. Bushi, oh mon dieu, qu'avez-vous fait? Vous avez créé des decks pas trop chers pour les débutants et aussi pour les joueurs compétitifs, incroyable. Niveau rentabilité, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces decks? Eh bien, pour ce qui va être du deck Zero et Shiki, alors, dans les cartes Staple, c'est-à-dire que même si vous ne jouez pas le deck Virgila ou Escatron, Shenri, Union of the Sky, Energy Generator, Burrow Mushroom, Philander et Twincast. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je la joue Squeezos là. Clairement, des staples incroyables qui valent de l'argent en plus, donc ça rend le produit rentable à l'acheter, même si vous ne jouez pas les decks. Virgila, il vous faut Half Knight, mais vous avez un deck top méta dès le début. Juste en rajoutant des Half Light et juste le structure deck, c'est bon, vous pouvez jouer à la compétition. Escatron n'a pas encore eu de support qui vraiment le permette d'être top méta, mais vous avez un deck consistant qui va certes pas remporter des tables de jeu, mais qui va surprendre, il va faire peur. Et surtout, vu que le blast ne peut pas être tiré, mécaniquement, compétitivement, c'est très dur d'empêcher l'adversaire de jouer. Vous pouvez pas interrompre un Escatron. Donc, d'un point de vue Renta, il est incroyable. Aléa, vous savez ce qu'il y a dedans. La seule chose qui est aléatoire, c'est que vous avez une carte qui va upper en rareté, donc ce qui va la rendre encore plus chère, donc encore plus rentable. Aspect compétitif, merci Virgila d'être en ce moment l'un des meilleurs decks du jeu, top 1, top 2, donc je lui donne une note de 4 sur 5, et puis avis personnel, je lis le manga, je joue pas pour le moment les decks de Skyride, mais quand je vois tout le produit, même moi qui ne joue pas les decks Skyride pour l'instant, j'ai d'autres personnes dans la Critical Legion qui les jouent et ils s'amusent de fou avec, je leur laisse, mais j'étais content d'ouvrir ce produit. Et quand on a ouvert le produit et qu'on a eu les cartes, on se disait « ouais, c'est incroyable ». Et maintenant, à la première place, je déclare que le meilleur produit de 2025 est Moonfang et Cerulean Blaze. Pareil, oh mon dieu, faites ça plus souvent Bushiroad. Niveau rentabilité, Moonfang et Cerulean Blaze, c'est incroyable, pour une extension. Bien sûr, si on parle niveau renta, comparé à un structure deck, où on sait exactement le contenu, c'est différent. Mais d'un point de vue display, qu'est-ce qu'on avait dedans? Les Pride Cycler, qui cotent un petit peu. On avait Barweaver's Rogue, qui cote un peu quand même un peu beaucoup. On avait la réimpression de plein de staples, qui permettent d'augmenter aussi un peu le prix de ce que tu ouvres. Et je parle pas du prix si vous open en frame ou en secret. Les cartes, sur certaines raretés, que ce soit Barf, que ce soit Artisaria, que ce soit Vesprogue, oh mon dieu, le prix dès que vous les opez un peu en plus haute rareté. C'était les prix indécents. D'un point de vue aléa, l'extension est aussi excellente grâce au reprint des PG, des triggers à effet, des over-triggers, et si vous jouez Vesprogue, vous étiez garanti d'avoir un pief par display. Parce que je rappelle que le pief, on peut en jouer jusqu'à 16 copies. Donc au moins vous étiez sûr d'en avoir un. Donc sur l'aléa, si j'ouvre une display, même si je joue pas forcément les decks, entre les reprints, des triggers, des over-triggers, et avec les Pride, je suis sûr d'avoir quelque chose que je peux rentrer dans un de mes decks. C'est sûr et certain.
Donc d'un point de vue aléa, je la trouve aussi très bien. Elle permet à des gens qui débutent le jeu de se refaire un stock de très bonnes cartes utiles dans toutes les situations. D'un point de vue compétitif, Barvasgra, juste Barvasgra, qui est présent depuis le début de cette année. On l'a vu présent toute l'année en tournoi. Elle n'a jamais été détrônée. Elle partage maintenant le trône avec Virgila et on va dire un petit peu Heurtlulu maintenant, mais on va dire qu'elle n'a pas bougé, elle a posé ses fesses sur le trône et elle a dit « je bouge plus ». Et pourtant, on lui a tenté de lui en mettre des petits taquets avec les limitations, les restrictions. Ça ne bouge pas. Donc, Barve incroyable. Artisaria, bon deck lyrical, je suis désolé, il ne faut pas le sous-estimer. Si vous n'avez pas affronté de véritable Artisaria avec des personnes qui ont trahi le deck, ça peut être assez chiant à affronter. Et Vesroog, j'en parlais encore avec un pote avec qui joue Vesroog. Quand on a vu Vesroog sortir, on se disait mais c'est Eva 2, ça va être trop bien. Ça manquait un petit peu de support, mais on se disait c'est un deck d'animé, il va avoir du support, il fallait investir dedans. Purée, on a bien fait, parce que maintenant qu'on a eu toutes les mystiges, donc on a eu First, Second et Third, et que d'un seul coup Vesroog a monté et accéléré en prix, au final aujourd'hui si vous ouvrez la display et que vous tombez sur un Vesroog ou une Mystiche, vous êtes content, vous êtes refait. Parce que c'est un deck qui est viable en compétition. C'est pas le meilleur, mais il est très viable. Et donc d'un point de vue personnel, c'est pas des decks que moi je joue personnellement. Je ne joue pas Varv, je joue pas Vesroog. Par contre, rien que pour les cartes, même si je les joue pas, les decks sont hype, l'extension m'a plu, les prides c'est très cool. Le fait de récupérer plein de staples, en particulier les triggers à effet, ça nous a bien régalé. Je lui donne aussi une très bonne note pour ça, et c'est pour cette raison que je pense que c'était le meilleur produit à acheter cette année, en 2025. Voilà mon avis sur ce petit top, ce petit classement des produits de 2025. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à faire vous aussi votre classement, car on peut ne pas être d'accord, c'est très subjectif ce que je vous dis là. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager, vous abonner, à nous suivre sur Twitter, donc sur X, sur Instagram. N'hésitez pas aussi, si besoin, si vous voulez, on commence un petit peu à créer un Discord où vous pouvez nous rejoindre. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à proquer plein de Critical Trigger et on se dit à la prochaine. Salut!